Alors, merci beaucoup pour cette introduction et puis merci de vous être connectés si nombreux et de vous être inscrits si nombreux pour partager ensemble ce temps autour des comportements défis. Et puis, je remercie infiniment la filière Envirare de me laisser la possibilité de vous partager quelques réflexions et quelques connaissances sur ce sujet qui est complexe. On va le revoir ensemble tout au long de cette session. Et donc, après une présentation qui va durer, je pense, une trentaine de minutes ou 30-40 minutes, on se laissera un temps vraiment de partage parce que je pense que nul n'a l'apanage exclusif de la compréhension des comportements des filles. Et je pense qu'on peut tirer beaucoup de choses très intéressantes d'un échange autour de cette question. Alors tout d'abord, un bref rappel sur des choses que vous connaissez probablement bien sur le sujet de la neurodiversité. Alors la neurodiversité, on s'y intéresse quand on considère et qu'on étudie les troubles du neurodéveloppement. Alors la neurodiversité, ça rend compte de la variabilité des modes de fonctionnement cognitif. Et la neurodiversité nous explique qu'il y a diverses façons de penser, diverses façons de travailler, d'apprendre, et que la question de ces différences renvoie à un spectre. Un spectre qui est naturel, qui est enrichissant, mais dans certains cas, il y a des différences qui ont été étiquetées comme les troubles des apprentissages, les troubles de la communication, selon un continuum qui va jusqu'aux troubles du développement intellectuel, en passant par des troubles neurogénétiques, le TDAH, déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et bien sûr les troubles du spectre de l'autisme. Et je pense qu'on ne peut pas s'intéresser au comportement des filles, on ne peut pas s'intéresser aux anomalies comportementales sans mettre l'accent sur l'atout des personnes. Parce que ce sont ces atouts qui vont nous permettre de contourner les difficultés dans le quotidien. Et les atouts des personnes neuroatypiques, qui sont donc le long de ce continuum, eh bien, peuvent être variés. Ça peut être de la détermination, ça peut être de l'imagination, ça peut être des personnes hyper focus, précises, etc. Et ça va être notre travail de pouvoir mettre l'accent sur toutes ces qualités pour pouvoir pallier les difficultés. Alors, des difficultés, il y en a, et c'est authentiquement difficile de prendre en charge un trouble du neurodéveloppement. Pourquoi? Parce que les troubles du neurodéveloppement sont fréquemment associés aux troubles psychiques. Alors, pas toujours. On peut avoir un autisme sans comorbidité psychiatrique, on peut avoir un trouble du développement intellectuel sans anxiété, sans dépression, mais néanmoins, ça s'associe fréquemment et ça complexifie la prise en charge. On peut aussi avoir l'association à des problématiques médicales générales, notamment dans les formes syndromiques, c'est-à-dire dans les maladies rares du neurodéveloppement, où on peut avoir une atteinte cognitive, une atteinte comportementale, mais aussi une atteinte cardiaque, une atteinte thyroïdienne, une atteinte osseuse. Et ça complique aussi la prise en charge. Et puis, quand on travaille chez l'adulte, on se rend compte qu'il est difficile pour nos adultes d'avoir accès de manière fluide à une évaluation de leurs compétences et de leur fragilité. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup d'adultes qui sont pris en charge dans le secteur médico-social ou qui sont dans leur famille et qui n'ont jamais été évalués et dont on ignore tout du fonctionnement. Ensuite, il y a parfois une collaboration qui se met en place avec de la réserve entre le secteur médico-social, le secteur sanitaire et les familles. Et enfin, pour nous médecins, médecins généralistes, psychiatres, neurologues aussi, il est important, je crois, de ne pas céder systématiquement à la pression de la réponse médicamenteuse. Ça veut dire que anomalie comportementale n'est pas égale à sédation médicamenteuse. Et l'idée, c'est que l'on voit ensemble aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'étapes avant de procéder à une prescription lorsqu'une personne développe des anomalies comportementales.
Alors, les comportements défis sont un vrai challenge et c'est ce challenge qui explique leur appellation. Alors en fait, au début, on parlait couramment de troubles du comportement. Ensuite, on a parlé plus spécifiquement de comportement problème. Et puis finalement, de manière déstigmatisante, on s'est dit, mais ces comportements, ce n'est pas un problème, c'est un défi pour nous. Alors, ce n'est pas la personne qui vient nous défier, c'est un défi professionnel pour toutes les personnes qui vont accompagner ces usagers. Et je trouve qu'il y a une définition qui a été proposée par le Collège royal de psychiatrie en 2017, qui pour moi est la meilleure définition des comportements défis parce que c'est une définition qui n'est pas stigmatisante et qui renvoie plutôt à la réaction de l'entourage qu'aux caractéristiques de la personne. Et donc je trouve que c'est très juste comme vision de cette définition. Donc les comportements défis peuvent se résumer donc comme des comportements dont l'intensité, la fréquence et la durée menacent la qualité de vie et la sécurité des personnes, mais aussi entraînent des réponses qui sont toujours stéréotypées de la même manière. C'est-à-dire qu'en général, face à un comportement défi, la première réponse est restrictive. Ça veut dire que la personne, eh bien, ne va plus pouvoir aller à la piscine. Elle va plus pouvoir faire partie du groupe jeux de société. Elle va plus pouvoir travailler à l'ESAT. Parce qu'on va se dire, non, elle est trop agitée, elle est trop agressive, elle ne peut plus faire les mêmes activités qu'avant. Si on n'intervient pas à ce stade, la seconde réponse est en général répulsive. C'est-à-dire que un certain nombre de professionnels, parfois même aussi des parents, se mettent à dire on ne peut plus s'en occuper. C'est devenu trop dur, il y a trop de violence, il y a trop de menaces pour nous, pour les autres, pour lui-même, on ne peut plus s'en occuper. Et finalement, si au stade de restriction, de répulsion, il n'y a pas d'intervention, eh bien cela résulte en une exclusion de la personne. Et c'est la personne qui se retrouve déposée aux urgences médicales générales ou aux urgences psychiatriques sans solution. Alors, à la fois, c'est sévère, ça menace le pronostic d'insertion, on l'a compris, mais c'est aussi fréquent, puisque les comportements des filles intéressent environ 10 à 15% des personnes avec troubles du développement intellectuel, majoritairement les formes syndromiques. Et ce sont dans les maladies rares du neurodéveloppement que l'on trouve de manière significative le plus de comportements des filles. Je vous ai cité quelques syndromes, mais la liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autres. Syndrome de Smith-Magenis, Prader-Willi, Angelman, trisomie 21, White-Sutton. Et ce sont dans ces syndromes que l'on trouve des difficultés comportementales, alors même qu'on a peu accès au diagnostic étiologique chez l'adulte. Et on a encore aujourd'hui beaucoup d'adultes qui ont des anomalies neurodéveloppementales avec des troubles du comportement et pour lesquels il n'y a jamais eu d'investigation génétique. Et puis une fois que le diagnostic génétique est posé, eh bien force est de constater que peu de personnes ont accès à des soins spécifiques qui tiennent compte des particularités. Alors les comportements des filles peuvent revêtir des présentations très diverses. Alors il y a toute la sphère des agressions, ce sont probablement les comportements les plus bruyants, comme frapper, donner des coups, mais on a aussi des personnes qui vont se faire du mal à elles-mêmes, qui vont s'automutiler, et ça rentre dans le cadre des comportements des filles, qui vont détruire, comme jeter des objets, déchirer, qui vont avoir des stéréotypies qui parfois peuvent être très envahissantes, et une personne qui fait des bruits à haute sonorité, très répétitifs, etc., ben, au bout d'un certain temps, va ne plus être supportée dans sa structure ou dans son lieu de vie habituel. On a aussi des comportements des filles qui touchent l'alimentation, avec une hypersélectivité qui peut mettre en danger la personne en termes d'équilibre nutritionnel. On peut avoir des personnes qui ont des comportements de pica ou de vomissements provoqués. Et puis, on a aussi toute la sphère de la perturbation antisociale, comme les colères, les fuites, qui peuvent aussi mettre en danger la personne et son environnement, et qui ont parfois plus de mal à être reconnus comme des comportements des filles inhérents aux troubles du neurodéveloppement. Alors, face à un comportement des filles, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tout d'abord,
la première chose, c'est de déterminer la chronologie d'installation de ces comportements parce qu'on ne va pas forcément avoir la même réaction selon si le comportement défi est de survenue très récente, la personne a modifié son comportement depuis quelques jours, par rapport à des comportements qui sont d'installation chronique où la personne a des troubles depuis quelques mois, voire quelques années. Je crois que c'est important de garder à l'esprit, et c'est probablement l'information la plus importante de ce midi, c'est que toute modification comportementale doit donner lieu à un bilan médical immédiat, avec recherche d'une douleur, de troubles du sommeil, une atteinte neurologique, une atteinte dentaire. Émergence aiguë d'un trouble du comportement chez un adolescent ou un adulte avec trouble du neurodéveloppement égale bilan médical. Un véritable bilan médical qui examine soigneusement la personne et pas 5 minutes passées aux urgences. Parce que je dirais que dans ma pratique de prise en charge des comportements des filles, les anomalies bucco-dentaires, c'est 50% des personnes qui sont référées vers notre consultation. Donc il y a vraiment un enjeu très important chez ces personnes qui ne sont pas toujours régulièrement examinées, qui ne sont pas toujours vues par un dentiste, etc. Ensuite, on recherche la modification récente de l'environnement, sachant qu'une modification de l'environnement de la personne, eh bien, c'est pas toujours la semaine d'avant. Notamment chez les personnes avec troubles du développement intellectuel, eh bien, on peut avoir le départ d'une éducatrice qui était référente, une modification de l'environnement lors des week-ends à domicile, et la répercussion comportementale, c'est 6 mois plus tard. Parce qu'il faut du temps à la personne pour intégrer que l'environnement a changé, et une fois cette intégration faite, pour communiquer au sujet de celle-ci avec son comportement, il faut parfois plusieurs mois. Donc, quand on reçoit une personne qui a développé brutalement un trouble du comportement, on a parfois l'équipe éducative ou la famille qui nous dit bah non, là, non, rien n'a changé dans son environnement, tout est comme d'habitude. Mais en fait, on se rend compte que 6 mois avant, il s'est passé quelque chose quand même de très important. Il y a eu un deuil, il y a eu un départ, un accident, ou alors tout simplement un changement de lieu de vie. Et les répercussions se font 6 mois plus tard. Donc, l'anamnèse d'un comportement des filles, c'est dans l'année qui précède la modification comportementale. Et puis dans les troubles d'installation chronique, eh bien, c'est souvent l'environnement qui ne s'adapte pas correctement au profil de la personne. Ça veut dire que cela nécessite des évaluations transversales, fines, pour bien comprendre les compétences et les fragilités de la personne au plan neuropsychologique, mais aussi en psychomotricité, pourquoi pas en ergothérapie pour adapter l'environnement. Parce que la situation classique, ça peut être par exemple une personne qui est placée dans un environnement qui est trop peu stimulant. Où on se rend compte finalement que la personne a des capacités, qu'elle a du mal à exprimer, mais a de réelles capacités cognitives qui ne sont pas utilisées correctement et elle va développer des troubles du comportement. Alors tout ça nous aide à adapter l'environnement, à aider la famille, à aider la structure. Et puis in fine, si tout cela ne fonctionne pas, eh bien alors on peut conseiller la prescription de psychotropes, mais une fois que le symptôme qui organise le trouble du comportement a été bien repéré. Alors, on sait qu'environ 97% des comportements ont une fonction identifiable. En général, un comportement a un but et en fonction de la réponse apportée par l'interlocuteur, la personne va rentrer dans un schéma comportemental ou au contraire, le comportement des filles va s'amenuiser. Comportement égale réaction de l'environnement qui potentialise ou qui inhibe le trouble du comportement égale amélioration ou entrée dans un schéma comportemental. Donc on a un certain nombre de principes concernant les comportements des filles qui sont importants lorsqu'on approche une personne qui a développé ce type de comportement. Il faut bien garder tout ça en tête. La première chose, c'est que ces comportements ne concernent pas toutes les personnes handicapées et ne sont pas une spécificité de l'autisme ou de la déficience intellectuelle, trouble du développement intellectuel, même si la littérature est abondante. Et on a des comportements des filles qui surviennent dans les troubles attentionnels, dans les troubles du spectre de l'autisme sans TDI, mais aussi plus largement en santé mentale.
Et certains comportements restent une spécificité de la personne. Et les comportements qui sont socialement inadaptés ou qui paraissent très atypiques, qui sortent de l'ordinaire, ne sont pas forcément des comportements défis. Et je crois qu'il est important, de manière inclusive, d'avoir une tolérance pour les atypicités comportementales. Et vraiment, le comportement défi aboutit à l'exclusion de la personne et menace la qualité de vie et la sécurité. Après, une personne qui a un comportement atypique, qui n'est pas un comportement auquel on s'attend spontanément, eh bien, je dirais que ce n'est pas forcément quelque chose de très grave. Ensuite, ça nécessite systématiquement d'être investigué et cette investigation doit se considérer dans l'interaction, l'interrelation entre l'individu et son environnement. Ça veut dire qu'un comportement défi, eh bien, c'est pas uniquement la personne qui est concernée, c'est la personne, son environnement, le système éventuellement médico-social ou autre dans lequel elle évolue, mais également sa famille. Et c'est ça qui en fait toute la complexité, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte pour améliorer les symptômes. Les principales causes de troubles du comportement sont quadruples. Le plus fréquent, c'est le manque de communication, c'est-à-dire que la personne n'est pas en mesure de communiquer correctement ses besoins, ses émotions, ses états mentaux, et elle va se mettre à communiquer avec son comportement. Les transitions aussi sont un moment fragile pour les troubles du comportement parce que les adultes avec troubles du neurodéveloppement, les adolescents, mais aussi les enfants, manquent de repères spatio-temporels. Ils manquent aussi de flexibilité, et ça rentre dans le cadre des troubles exécutifs, qui sont des troubles cognitifs souvent associés aux troubles du neurodéveloppement. Ça veut dire, c'est classiquement la personne qui va s'agiter au moment où l'activité se termine. L'activité se termine et elle va présenter brutalement des troubles du comportement. C'est pas qu'elle est. Alors on entend souvent la personne, elle est envahie par l'activité, mais c'est pas ça. C'est pas qu'elle est envahie par l'activité, c'est qu'elle a du mal à se représenter le début et la fin de l'activité par trouble des repères spatio-temporels. Et elle a du mal, de manière flexible, à s'adapter à la nouveauté. Donc, elle va avoir du mal à sortir de l'activité pour se consacrer à autre chose. Et trop souvent, malheureusement, la réponse à ce type de comportement défi, c'est l'hypostimulation. Parce qu'on va dire, bah voilà, la personne, dès qu'on lui propose une activité, elle est agressive. Donc, on ne lui propose plus rien. Et comme on ne lui propose plus rien, la personne s'ennuie, multiplie les passages à l'acte, et on se retrouve dans un schéma comportemental défavorable. Alors que la question des transitions, de la flexibilité, eh bien, ce sont des choses qui peuvent se travailler. Les problématiques sensorielles aussi, comme la gestion de la douleur, le besoin d'autostimulation, une hyper-réactivité au bruit, à la lumière, etc. Et donc, il va être nécessaire d'évaluer précisément la communication, les transitions, la flexibilité, la sensorialité pour pouvoir apporter des réponses personnalisées. D'où l'importance d'observer, notamment pour les équipes ou pour les familles, d'avoir une observation précise du comportement, d'avoir aussi une idée de la manière adaptée de gérer la crise pour permettre à la personne petit à petit d'apprendre des stratégies alternatives pour pouvoir donc améliorer la situation. Dans la question des comportements des filles, il y a une place centrale des renforçateurs. Les renforçateurs, c'est ce qui va maintenir ou inhiber un comportement. Si le comportement est renforcé de manière positive, eh bien, ça veut dire que la personne, par son comportement, va obtenir quelque chose d'agréable ou alors va échapper à quelque chose de désagréable. Par exemple, un enfant qui voit du pain, ou un adulte, et qui en regardant le pain se frappe, à ce moment-là, on va lui donner le pain. Ça veut dire que l'environnement devient un renforçateur positif. Et donc la personne
va maintenir son comportement, rentrer dans un schéma comportemental, parce que lorsqu'elle manifeste son trouble du comportement, elle obtient ce qu'elle souhaite et c'est un renforçateur très positif. Alors, le schéma comportemental, c'est la personne qui va rentrer dans ce processus, soit de récompense, soit d'éviter quelque chose de désagréable. Alors, un comportement défi, ça peut être, par exemple, pour avoir l'attention de l'environnement. L'attention, ça peut être une attention positive, mais ça peut être aussi des réprimandes. Parce que quand on me réprimande, eh ben finalement, on s'occupe de moi. Donc, une personne qui est dans sa structure et qui s'ennuie, elle est toute seule, elle s'ennuie, d'un seul coup, elle explose, et bien, elle a tout le monde autour d'elle. Donc ça marche super bien. Ça peut être aussi obtenir un bienfait sensoriel, obtenir des activités, des objets, de la nourriture. Donc ça veut dire que si la personne avec son comportement obtient ce qu'elle souhaite, il n'y a pas de raison d'arrêter. Et donc on rentre dans un schéma comportemental. Ça veut dire que la personne est seule, elle s'agite, elle a du monde qui la raccompagne en chambre, ou, eh bien, dès qu'elle va s'ennuyer, elle va s'agiter, ou elle va gripper, ou elle va frapper, ou pour obtenir de l'attention. De la même manière, la personne, par son comportement, va souhaiter éviter quelque chose de désagréable. Par exemple, la personne, elle n'aime pas marcher, elle n'aime pas aller à l'activité marche. Quand elle s'agite, quand elle agresse ou quand elle se frappe, eh bien on dit, ah ben non, on ne va pas l'emmener à l'activité marche. Ben, ça fonctionne en fait. Donc il n'y a pas de raison de ne pas recommencer. Éviter des émotions désagréables aussi, ou bien sûr la question d'éviter ou de chercher à éviter une douleur, d'où l'intérêt du bilan médical général. Mais je crois qu'il faut vraiment penser les comportements défis en termes de réaction de l'environnement et d'inscription ou non dans un schéma comportemental. Alors, le comportement défi vise à obtenir quelque chose d'agréable ou d'échapper à quelque chose de désagréable. La personne aboutit à ce renforcement positif ou négatif et donc maintient, voire augmente son comportement. Si au contraire, la conséquence n'est pas obtenue, la personne va diminuer, voire va faire disparaître son comportement. Et ça, les schémas comportementaux, c'est un élément extrêmement important pour comprendre les comportements défis qui se pérennisent. En fait, nos adolescents, nos adultes, ils vont au plus simple. Et donc, ils vont choisir leur comportement parce qu'il est plus simple pour obtenir quelque chose. Aucun comportement ne se maintient s'il n'est pas renforcé. D'où l'importance de l'observation précise et fine du comportement, le fait que ces comportements soient repérés à l'aide de grilles d'évaluation ou de questionnaires, et si vous le souhaitez, on pourra vous faire parvenir un certain nombre de grilles d'évaluation, parce que c'est important de toujours noter et d'observer la même chose. Parce qu'en fait, quand on observe un comportement, il y a beaucoup de subjectivité. Différents professionnels dans le secteur médico-social ne vont pas relever les mêmes choses. La famille au domicile, en fonction de tas d'éléments extérieurs, ne va pas non plus relever tout le temps les mêmes choses, d'où l'intérêt de toujours utiliser les mêmes outils pour avoir des données qui soient reproductibles et qu'on puisse bien comprendre, par exemple sur la semaine ou sur le mois, comment évalue le comportement et comment il est modulé par l'environnement. Et puis, on essaie aussi de modifier les contextes lorsqu'il y a des troubles du comportement pour voir s'il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent, notamment fournir plus d'attention à la personne, lui donner des tâches différentes, etc. Alors, la gestion de la crise, eh bien, se fait en différentes étapes. La première étape, c'est véritablement d'apaiser au quotidien la personne, mais aussi de gérer, de repérer les tout premiers symptômes pour appliquer des stratégies de désescalade. Et ensuite, l'importance de la gestion post-crise qui va être déterminante pour ne pas rentrer dans un schéma comportemental. C'est-à-dire qu'une personne qui a cherché, par exemple, à éviter
une sortie, à éviter une situation, eh bien, en post-crise, on reprend là où on en était. Et on ne s'interrompt pas ou on ne modifie pas le programme de la journée parce qu'il y a une crise comportementale. On reprend là où on en était. C'est important pour ne pas rentrer dans un schéma de renforçateur négatif. Alors, pour apaiser au quotidien, on peut travailler sur un certain nombre de solutions, la relaxation, avec des exercices respiratoires, le sport adapté aussi, les activités physiques adaptées sont vraiment un moyen de réguler la tension interne des personnes. Euh, c'est vrai que dans l'unité d'hospitalisation dont je m'occupe, qui est une petite unité de 10 lits consacrée à des comportements défis sévères, l'embauche d'éducateurs en activité physique adaptée nous a permis de faire un remarquable travail avec des personnes qui étaient en situation vraiment très difficile au plan comportemental et le fait de sortir, de courir, de se dépenser, ça a vraiment été quelque chose de déterminant dans leur amélioration clinique. On fait parfois beaucoup mieux avec une pratique sportive qu'avec des prescriptions de sédatifs. Je crois que l'idée aussi, c'est de prendre du temps parce que essayer de comprendre quels sont les renforçateurs des troubles du comportement, et essayer de comprendre comment on peut faire différemment, et bien en fait, ça prend du temps aux équipes, ça prend du temps à la famille et aux soignants, et il faut vraiment essayer de réfléchir tous ensemble, et puis aider la personne à structurer au plan temporel son temps. On peut, par exemple, avoir des plannings qui sont affichés. Alors parfois, on a des équipes qui font un super travail, qui proposent des plannings très détaillés ou des familles. Puis on se rend compte que bah, le planning, il est parfois difficile à comprendre. Et c'est vrai qu'un grand planning à la semaine avec 5 pictogrammes par jour, eh bien, c'est très difficile à lire. Donc, il faut bien s'assurer que le planning est compatible avec le degré de compréhension de la personne. Parce que parfois, on a des familles ou des structures qui s'épuisent avec un planning et qui disent, bah non, on a laissé tomber le planning parce que ça marchait pas. On lui a proposé des choses très structurées, il y a toujours autant de troubles du comportement. Ben oui, mais est-ce que la personne est capable, est en mesure de comprendre le planning qui lui a été proposé? Les pictogrammes, c'est compliqué. Il faut quand même un certain degré d'élaboration pour faire le lien entre une activité et une image, une émotion, une image, un besoin, une image. Il faut quand même avoir un certain degré d'abstraction pour être en mesure de comprendre. Certaines personnes ne comprennent que les photos de leur environnement ou des objets. Et parfois, il faut commencer par une demi-journée. Une demi-journée, un objet. Une demi-journée, une ambiance colorée. Et on est encore loin du planning à la semaine avec de nombreux pictogrammes. Donc, c'est là qu'on revient sur la nécessité d'évaluer au plan neuropsychologique les personnes parce que ça va être fondamental pour structurer leur environnement, pour structurer aussi l'espace. Comment est-ce qu'on va aider la personne à se repérer dans son espace? Il faut qu'on soit en mesure d'avoir évalué tout ça. Alors, pour gérer les premiers symptômes de l'accès comportemental, on a un certain nombre d'éléments, notamment l'anticipation. Ça veut dire que, comme on vient de le dire, il est vraiment indispensable de connaître les compétences et les fragilités cognitives des personnes pour pouvoir développer un protocole d'accompagnement qui soit parfaitement adapté et au sein duquel la personne se sente bien. Des outils de communication alternatifs augmentés peuvent aussi aider la personne à communiquer sans passer par le comportement. L'idée aussi, c'est de guider avec des pauses, des contrats, des renforçateurs, d'identifier les signes précurseurs. Donc ça, c'est la fine observation des personnes qui sont au contact, qui va pouvoir dire, bah, nous, on a remarqué que avant de passer à l'acte, il déambule plus rapidement, ou alors il va se mettre à cligner des yeux, ou alors il va avoir un geste très particulier répétitif. Et donc, identifier ces signes-là, ça permet de développer des stratégies de désescalade, ça permet de protéger la personne et de protéger l'environnement.
Et puis bien sûr, au quotidien, il faut adapter l'environnement. Ça peut être des aides sensorielles. Si on a par exemple une personne qui a une hypersensibilité au bruit, le fait de pouvoir lui proposer un casque anti-bruit va l'aider aussi à se maintenir avec les autres sans avoir de troubles du comportement. Un agenda qui soit simplifié, adapté à la personne, un timer pour structurer le temps de manière imagée, des couleurs par domaine. La question de développer des environnements colorés, ça peut aussi aider les personnes à se repérer, et bien sûr cloisonner l'espace pour fixer l'attention. Par exemple, moi je trouve que quand on demande à nos adultes de manger dans des grands réfectoires à 20 avec un environnement bruyant, 5 par table, etc., moi je trouve que c'est quand même très difficile et nous-mêmes on serait parfois en difficulté pour supporter ça. Donc le fait de cloisonner l'espace, de laisser la possibilité d'avoir des petits espaces où on peut manger à deux, on peut manger à trois, où on peut manger tout seul, je trouve que c'est quand même un respect des libertés et ça permet aussi parfois d'apaiser les troubles du comportement qui se manifestent souvent au moment du repas parce qu'aussi les personnes sont soumises à un stress important, à être 20-25, à manger ensemble dans un environnement bruyant. Alors, la désescalade, eh bien, tout réside dans le fait de, bien sûr, de bien connaître la personne, de l'avoir bien observée, parce que ça peut être tout simplement détourner son attention. Souvent, ça marche. Faire un peu d'humour ou porter les choses sur autre chose ou sur un petit détail au moment de la montée en agressivité. Guider aussi vers un autre comportement, proposer un autre comportement. On peut aussi proposer un temps calme. On peut aussi avoir un lieu dédié où la personne va pouvoir se retirer d'elle-même lorsque l'agressivité devient trop difficile. Alors, je vous ai mis proposer un renforçateur, mais attention au choix du renforçateur pour ne pas rentrer bien sûr dans un maintien du trouble du comportement, mais ça, ce sont des choses qui peuvent se discuter en équipe en fonction de la personne. Et c'est vrai qu'on peut avoir, par exemple, une personne qui va être très apaisée par la prise d'une douche, par exemple, mais attention à ce que la prise de la douche ne devienne pas ce qui est recherché par la personne. Et dans ce cas-là, on va rentrer dans un schéma comportemental. Alors, quand ça marche pas, bon, c'est compliqué. On va essayer de rester tranquille parce que les personnes ont souvent une grande porosité de l'anxiété dans un moment de crise comportementale. Donc, si la personne devant elle est très agitée, etc., ça risque de potentialiser l'agressivité. Donc, on essaie de rester neutre. On évite la contention physique. On essaie surtout de placer la personne hors danger, de se protéger soi. Rien ne sert d'aller au-devant du danger, de prendre des coups quand on sent que la situation a trop dégénéré et on préserve les autres personnes qui sont présentes. La gestion de la post-crise, elle est absolument fondamentale parce que cette gestion post-crise va prévenir le schéma comportemental. Ça veut dire qu'on reprend là où on en était. Dire que, voilà, la personne, elle était installée, par exemple, pour une séance de remédiation cognitive, elle n'a pas réussi à faire une tâche, très rapidement, elle s'est retrouvée en échec, etc. Le ton est monté, elle a balancé toutes les chaises dans la salle. Eh bien, une fois que la crise est passée, on reprend là où on en était en réduisant la difficulté. Si la personne s'excuse, on accepte les excuses tout en réduisant les interactions. À partir du moment où la personne reprend spontanément son travail, son activité, là où elle en était, on l'encourage, on ne la punit pas, parce que tout simplement, la personne ne va pas faire de lien entre la crise comportementale et la privation de liberté, l'interdiction d'accès à une activité. Elle ne fera pas le lien. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Non seulement elle ne fera pas le lien, mais la placer en situation de frustration en décalé par rapport à la crise ne va faire que majorer les troubles du comportement. Et enfin,
l'idée, c'est bien noter le contexte de la crise pour prévoir des solutions. Donc, c'est vraiment important d'observer, de coter, parce que ça va être une clé fondamentale pour la prévention de nouveaux passages à l'acte. Alors, pour changer un comportement, on adapte l'environnement, hein, donc en fonction des évaluations, en fonction de ce que la personne souhaite, et on favorise toujours la désescalade en faisant en sorte que le comportement soit remplacé par un comportement alternatif adapté. C'est-à-dire que lorsqu'on a repéré le but du comportement défi, eh bien, on va proposer un comportement alternatif à la personne. Par exemple, on va lui proposer de se manifester différemment lorsqu'elle refuse, par exemple, de participer à une activité, ou lorsqu'elle a faim, ou lorsqu'elle n'a pas envie d'être seule. On va essayer de proposer à la personne un comportement adapté parce qu'elle ne va pas toujours être en mesure de le choisir elle-même. Par exemple, pour agir sur les comportements en fonction des buts recherchés, par exemple, si on identifie qu'une personne va rechercher de l'attention, eh bien, on va lui donner de l'attention dans des moments où elle est calme, où elle n'a pas de comportement défi. Malheureusement, c'est souvent l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que la personne qui a des troubles du comportement, à un moment, elle va être calme, on va se dire, oh là là, elle est calme, on la laisse tranquille. Oui, mais si l'agressivité, l'automutilation, les cris, les jets d'objets surviennent pour avoir de l'attention, et qu'on la laisse seule dans les moments où elle est calme, eh bien, ça va être un sacré renforçateur positif. Donc, on va essayer de se consacrer à la personne lorsqu'elle est calme en lui verbalisant. On évite les situations d'ennui en structurant la journée, notamment à l'aide d'un planning adapté à son degré de compréhension, et on essaie d'accompagner la personne en fonction de son degré d'expression à formuler une demande. Ça peut être montrer un objet, ça peut être le dire si elle est en mesure de le faire, ou alors de montrer un pictogramme. On essaie aussi de la même manière d'accompagner la personne dans un processus qui permet l'obtention de quelque chose, tout en structurant son environnement. Concernant les comportements défis qui se développent pour éviter une situation, eh bien, on accepte a posteriori d'aider la personne ou de réduire la difficulté et on présente des choix. C'est vrai que les personnes avec troubles du neurodéveloppement, nos adolescents, nos adultes, eh bien, on se rend compte parfois qu'ils vont être installés dans des journées où du matin au soir, ils n'ont jamais le choix. Ils n'ont pas le choix de l'activité. On leur sort un pull, un pantalon, un t-shirt, des chaussettes. Ils n'ont pas le choix de la manière dont ils s'habillent. Ils n'ont pas le choix du repas. Ils n'ont pas le choix des personnes qu'ils rencontrent. Ils n'ont pas le choix du groupe sur lequel ils vont. Et donc, il faut s'imaginer nous-mêmes une journée où on n'aurait pas le choix du matin au soir. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, ça devient explosif de ne jamais avoir le choix. Et parfois, on a eu à accompagner des personnes qui refusaient catégoriquement la marche l'après-midi. Eh bien, une fois qu'on a proposé la marche ou du vélo ou du tricycle, eh bien, spontanément, ils ont choisi la marche et ça s'est très bien passé. Parce que c'est devenu un choix actif de leur part. Et la question de l'autodétermination, de l'appropriation des choix par les personnes, quel que soit leur niveau, c'est vraiment un élément important pour éviter les comportements défis. Et puis aussi pouvoir respecter et accompagner les besoins d'autostimulation en proposant des lieux adaptés. Alors, l'idée, c'est de pouvoir comprendre la personne dans son environnement social, dans son environnement biologique. C'est pour ça que la question du diagnostic syndromique est aussi extrêmement important parce on peut avoir des profils de comportement défi qui sont très inhérents au diagnostic génétique et enfin comprendre aussi toute la dynamique psychologique de la personne. C'est-à-dire que finalement, nos adultes doivent être considérés comme une personne à part entière et pas uniquement comme un problème.
Et ça revient un petit peu à ce qu'on s'était dit au début, hein. Chaque personne a des capacités qui lui sont propres et il est absolument indispensable d'adapter le profil de compétences et de limites pour avoir une interaction avec l'environnement qui soit la plus simple et la plus facilitante possible. Et on a vraiment un grand nombre de caractéristiques dont il faut tenir compte pour que l'environnement s'adapte à notre adolescent ou nos adultes. En fait, une personne qui a un trouble du développement intellectuel, eh bien, ça va se manifester surtout par une limitation dans ses capacités d'adaptation. Donc, c'est à nous de le faire, c'est à nous de réfléchir pour adapter l'environnement. Il est aussi important d'identifier les besoins de la personne pour respecter ses droits, ses choix, ses intérêts, ses motivations et souvent, notamment lorsque les personnes sont dyscommunicantes ou ont une limitation cognitive sévère, eh bien, on se rend compte que l'institution devient totalitaire. C'est-à-dire qu'à mesure où, où le trouble du développement intellectuel est sévère, à mesure l'institution devient totalitaire, c'est-à-dire décide tout pour la personne. Donc ça, c'est important aussi de l'aider à développer des capacités d'autodétermination, quel que soit son niveau cognitif et de communication, de rester au centre de ses choix et au centre de son environnement. Alors, d'autres éléments aussi sont que, attention à la période de vulnérabilité particulière de l'adolescence. Rappelons-nous que l'autonomie d'un adulte, ça se prépare dès l'enfance et les équipes qui s'occupent d'enfants doivent aussi être très vigilantes à cette période d'adolescence parce qu'on va avoir tout un environnement qui va se modifier dans ses fonctions. On a une famille qui va passer d'un rôle éducatif à un rôle d'autonomie. On a un environnement qui était un environnement protecteur de l'enfant, qui va devoir évoluer vers un environnement favorable pour l'adulte, et ça n'est pas tout à fait la même chose. On va passer de l'école au travail, on va passer des équipes de pédiatrie aux équipes médicales, et on va avoir aussi un désert en termes de stimulation chez les adultes, parce que les enfants sont en général aujourd'hui bien accompagnés, du moins le mieux possible, par des orthophonistes en psychomotricité, etc., en fonction de leurs besoins, et c'est souvent le désert chez l'adulte. Donc en fait, on va avoir un changement majeur qui va s'opérer lors de l'adolescence et du passage à l'âge adulte, alors que c'est probablement aussi au plan syndromique, au plan biologique, etc., que vont se développer les difficultés relationnelles, comportementales et psychiques. Et c'est à ce moment-là que l'environnement va rapidement se modifier dans ses tenants et ses aboutissants. Donc il y a vraiment un gros travail aussi à faire dès l'enfance, dès les équipes de l'enfant et de l'adolescent pour préparer ce passage à l'âge adulte et limiter les troubles du comportement qui sont associés. Alors un dernier petit mot et puis ensuite on pourra discuter ensemble concernant l'organisation du pôle dont je m'occupe à Lyon et qui essaie du mieux que l'on peut de répondre aux comportements défis de nos adolescents et de nos adultes. Alors c'est un pôle qui est résolument ambulatoire parce que comme vous l'avez compris, un comportement ne s'analyse que dans l'environnement de la personne et donc il est quasiment impossible de donner une réponse en hospitalisation. Or c'est souvent ça qui se produit, on l'a vu au départ, la personne en raison de la gravité de ses comportements se retrouve exclue de sa structure ou exclue de son quotidien, est hospitalisée quelques jours, quelques semaines et le comportement s'apaise. Comme le comportement s'apaise, la personne retourne dans sa structure et là, le comportement défi réapparaît très vite parce qu'il vient en réponse à un environnement donné. Et malheureusement, les équipes peuvent avoir l'impression que la personne n'est pas restée hospitalisée assez longtemps. Donc la personne est réhospitalisée, à nouveau ça se passe très bien, etc. La personne retourne dans sa structure à nouveau très vite, l'agressivité revient, et là les structures disent, nous on ne peut plus s'en occuper, on le dépose à l'hôpital.
Donc tout l'enjeu pour nous, c'est d'intervenir en mobilité, sur site, dans les familles, dans le secteur médico-social, le plus rapidement possible pour faire une analyse du comportement des filles, ses fonctions, sa topographie, son but, pour proposer une réponse qui soit la plus adaptée possible. Alors là, je ne vous ai pas fait le point sur la prescription médicamenteuse parce que on n'avait pas toute l'après-midi ensemble, mais on a aussi des stratégies de réponse médicamenteuse qui doivent être très précises en fonction des symptômes organisateurs et éventuellement des comorbidités psychiatriques repérées. Donc on a un guichet unique qui est centralisé avec donc une équipe mobile qui se déplace donc rapidement sur les structures avec médecins, coordonnateurs, infirmiers, neuropsychologues, psychomotriciens pour donner des réponses sur site aux troubles du comportement. Et notre équipe intervient pour les adolescents, les adultes et chez les personnes vieillissantes avec troubles du neurodéveloppement. On a aussi donc un plateau ambulatoire qui est pluridisciplinaire parce qu'en fait, on ne peut pas rester tout seul dans l'évaluation d'un comportement des filles. Et nous, psychiatres, c'est important qu'on soit entouré de collègues qui vont justement faire un point précis sur les compétences et les fragilités de la personne, neuropsychologiques, en psychomotricité, etc., et proposer des prises en charge courtes et focalisées. On a aussi une unité d'hospitalisation qui s'appelle l'unité du neurodéveloppement. C'est 10 lits de soins intensifs pour des comportements des filles avec des effectifs médicaux renforcés. Et on s'est entouré de nouvelles compétences pour cette unité avec notamment des éducateurs sportifs, des neuropsychologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens qui sont dans l'unité, qui ne sont pas uniquement là pour faire des bilans experto à distance, mais qui travaillent vraiment aux côtés de nos infirmiers, aux côtés de nos aides-soignants pour améliorer le quotidien des personnes. Et comme je vous le disais aussi en préambule, le sport et l'arrivée des éducateurs sportifs dans notre unité et plus généralement dans notre pôle, ça a vraiment permis d'améliorer un certain nombre de situations. Et puis je vous partage ça et puis ce sera le mot de la fin. Pour aider à la prise en charge des comportements des filles avec le centre hospitalier le Vinatier, on a lancé un concours architectural fin 2021 et on a 10 architectes qui ont répondu avec un jury qui était constitué d'usagers, familles, personnes concernées par l'autisme, des professionnels et des soignants. Et on a lancé un projet architectural qui soit adapté à l'autisme et aux troubles du neurodéveloppement, avec un projet retenu autour de la modularité des espaces, de la lumière et de la qualité de vie des personnes accueillies, mais aussi des soignants. Parce que ça aussi, c'est un autre chapitre dont on n'a pas parlé, mais la question de la qualité de vie des aidants familiaux et des personnels qui sont au contact de ces comportements difficiles, eh bien, c'est incontestablement une des pièces du puzzle pour améliorer les situations de manière pérenne. Et donc, on a retenu ce beau bâtiment qui sera arrondi avec une grande luminosité. On a souhaité aussi avoir une porosité entre l'extérieur et l'intérieur pour pouvoir favoriser vraiment quelque chose de très inclusif avec des espaces d'activité qui ne seront pas directement dans l'unité d'hospitalisation parce qu'on s'est dit voilà c'est important aussi au moment où on est hospitalisé eh bien d'aller faire des activités à l'extérieur, de sortir du bâtiment d'hospitalisation pour aller faire du sport. Alors, je vous dis un petit mot également de Génopsy. Alors, comme on l'a vu aussi en préambule, les comportements des filles intéressent beaucoup les formes syndromiques de troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire de maladies rares qui s'expriment sur un mode psychiatrique et comportemental, et c'est très fréquent. Alors, on a à la fois des efforts à faire du côté du diagnostic pour que les adolescents et les adultes avec troubles du neurodéveloppement aient accès au diagnostic génétique et réciproquement. On a aussi beaucoup d'efforts à faire sur le territoire français pour que tous ces adultes, une fois que le diagnostic syndromique est posé, puissent avoir accès à une médecine qui tient compte de leurs particularités génétiques.
Donc, avec l'aide de la filière Handies Rares, on a donc été retenu cette année au nouveau plan maladies rares pour le réseau Génopsy, qui est un réseau national que l'on a voulu pluridisciplinaire et participatif parce qu'il a aussi été co-construit par les associations d'usagers et nous pour améliorer au plan national la prise en charge des troubles du comportement d'origine génétique. Donc on a 5 centres de référence qui sont donc à Dijon, et vous reconnaissez Laurence Fèvre, mais également à Paris, Sainte-Anne, avec le docteur Petit et le docteur Amado, également à Rouen avec le professeur Guillain et à Clermont-Ferrand avec le professeur Lorca. Et on a aussi des centres de compétences qui vont travailler avec nous, avec Paris-Créteil, Paris-Necker, Bordeaux, Nantes et Poitiers. Et tous ensemble, on va essayer de manière collaborative de développer une expertise accrue dans cette clinique difficile. Et donc, on a un certain nombre de projets qui sont en cours, notamment autour de la formation. On voudrait vraiment pouvoir favoriser un libre accès à la connaissance pour tous les publics. On va donc développer un site internet. On va essayer de monter aussi un diplôme universitaire pour former les professionnels de première et de seconde ligne autour des maladies rares avec troubles du comportement. Et on va essayer sur notre futur site internet de publier régulièrement du contenu pédagogique. On a aussi une vraie volonté de communiquer, de mailler le territoire. Et donc, on va mettre en place un certain nombre d'actions comme la télémédecine, le site internet sur lequel les familles et les professionnels pourront trouver sous forme de vignettes vidéo de l'information précise. On va essayer de produire un annuaire numérique du réseau et on va se lancer très prochainement, probablement dans un protocole national de diagnostic et de soins, dans un PNDS qui sera dédié à l'accompagnement des aidants familiaux de manière spécifique, essayer d'inventorier tout ce qui est possible de faire sur le territoire français. Voilà. Nous avons également d'ores et déjà notre site internet qui est dédié au centre d'excellence iMind. Vous pouvez vous connecter à www.centre-imind.fr et vous trouverez un certain nombre d'informations sur les troubles du neurodéveloppement.